coup, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Webinaire qui va porter sur notre cahier des charges, sur notre offre Pacero. Cette présentation va vous être présentée par Patrick Lamy, notre responsable national réseau, et Pierre Raymond, qui est notre référent technique. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la présentation. Pendant toute la présentation, tous vos micros vous seront coupés, donc vous ne pourrez pas intervenir au fil de l'eau. Par contre, vous avez bien tout en haut le Q&R pour poser toutes vos questions dans... pendant la présentation. Et en fait, à chaque fin de partie, vous aurez un petit temps, 5 minutes, où on reprendra les questions et on pourra y répondre. Donc, n'hésitez pas, en fait, pendant les chapitres, pendant la présentation, à poser les questions et on les reprendra, en fait, à la fin de chaque partie et on y répondra. Ce webinaire est enregistré et du coup, on pourra vous le transmettre par la suite pour ceux qui ne sont pas là et pour ceux qui souhaiteraient le revoir. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne présentation. Bonsoir à tous, Patrick Lamy, donc le directeur réseau partenariat Easy by EDF. Avant tout, je voulais vous souhaiter vous présenter au nom de Easy by EDF, de l'ensemble des équipes Easy by EDF, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Beaucoup d'enjeux pour nous tous, pour notre partenariat, pour l'ensemble de nos offres, à compter dès aujourd'hui du monolo, mais aussi de la rénovation énergétique globale. On en a beaucoup parlé en fin d'année. On a eu quelques annonces du gouvernement pour avoir une trajectoire sur 2024, et bien maintenant on y est. Donc démarrons tous ensemble. Donc vraiment de beaux enjeux et de beaux résultats sur cette année 2024 que je vous souhaite à tous. Je passe la main à Pierre qui est notre référent technique. Bonjour, bonjour à tous. Alors, le but donc, de notre webinaire, c'est de pouvoir vous présenter notre cahier des charges pompe à chaleur RO. Euh, En introduction, quand même, comment on l'a construit. En fait, on est parti des autocontrôles, voilà, et on a repris, en fait, on a pris des centaines d'autocontrôles et on est parti des petits couacs qu'on pouvait voir à droite, à gauche et on les a synthétisés. Euh, Surtout, voilà, je vois vraiment ce document comme un partage. N'hésitez pas à voir voilà, s'il y a des points d'optimisation à faire. On n'a pas la science infuse. On existe aussi grâce à vous. Donc, si vous voyez vraiment des points d'amélioration, des axes un petit peu à modifier, voilà, surtout n'hésitez pas. On est là pour ça. Euh, donc, pour commencer, le cahier des charges, voilà, il est, encore une fois, on l'a créé à partir des autocontrôles et des petits quoi qu'on a pu trouver. Il ne fait en aucun cas, enfin, il ne prédomine pas par rapport au DTU, au guide qui existe, à la NFC et tout ça qui existe. Voilà, surtout s'il y a des choses, encore une fois, à améliorer, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Le calorifuge, dans un premier temps, je crois que Patrick, tu voulais dire un petit mot par rapport au calorifuge. Oui, alors, pour le cas, le réfugiage, effectivement, un mot, un remerciement à tous, hein. On a eu déjà quelques modifications, quelques communications sur le sujet en 2023. Ça a vraiment porté ses fruits. C'est réellement grâce à vous qu'on a pu améliorer la qualité de nos installations pour que vous ayez en tête ce niveau de qualité. On était à 26-27% de nos conformités sur l'ensemble de nos chantiers avant ces communications et avant votre contribution. On est aujourd'hui, encore, il y a encore un petit peu d'effort à faire, mais on est déjà à 80% de nos chantiers qui sortent non conformes sur le calorifugage du réseau hydraulique en local non chauffé et non isolé. Donc vraiment encore un grand merci au nom d'EasyBayDev pour votre implication dans cette thématique calorifugage. C'est bien. Euh, Donc le calorifuge, bah, je vais pas, on a déjà eu l'occasion d'échanger sur le sujet, hein. Patrick avait déjà fait un webinaire sur ce thème-là. Donc là, le calorifuge, bah, forcément, un impact client très fort avec la perte des C2E et une surconsommation. Euh, dans quel cas on calorifuge? Encore une fois, on répète, mais voilà, je pense que vous êtes tous au courant. Lorsque c'est dans un local non chauffé, donc on calorifuge l'aller et le retour chauffage et le départ aux choses sanitaires. On va calorifuger également quand le réseau hydraulique traverse un local non chauffé, quand il est détérioré, et on calorifuge bien évidemment une liaison hydraulique et une liaison frigorifique en plus du réseau chauffage et sanitaire. Le matériau, classe 4, là, rien de bien extraordinaire.
On a rappelé ce qu'un local non chauffé est qualifié de local non chauffé, un local non isolé et ne disposant pas de moyens de chauffage fixe. Ça, c'est super important. S'il y a un petit radiateur électrique posé dans un coin ou un petit chauffage au gaz, bien évidemment, ce n'est pas considéré comme un chauffage fixe. Donc, dans ce cas-là, on calorifuge. Et bien évidemment, si un local chauffé par déperdition est bien considéré comme un local chauffé. Euh, pour étayer ce qu'on vient de se dire, voilà, c'était bien évidemment, là on voit clairement que c'est pas OK, on calorifuge l'ensemble du réseau de chauffage et sanitaire. Un petit rappel également sur la liaison frigorifique. Alors je sais que c'est compliqué quand on fait des dudgeons, on est souvent euh, contraint de devoir un petit peu ouvrir là sur le cuivre. Voilà, on essaye, une fois que c'est coupé, on essaie de remettre un petit bout de calorifuge avec un petit serflex en bas, histoire que ce soit propre et bien calorifugé jusqu'au bout. Donc le calorifuge, ce qu'il faut retenir, obligatoire dans un local non chauffé. On va bien jusqu'au bout de la liaison frigorifique ou hydraulique. Et surtout, un gros point d'attention sur le fait de bien prévenir le chargé d'affaires et le client en cas de liaison hydraulique encastrée dans le mur. Alors, je sais que parfois, c'est un peu compliqué, mais on a eu là quelques cas très récemment où voilà, l'organisme de contrôle qui venait chez le client en fait, s'apercevait que le départ, enfin une partie du réseau hydraulique était encastrée dans le mur. Et en fait, ça entraîne clairement une perte de la prime C2E. Donc voilà, soyez s'il vous plaît extrêmement vigilants sur le point. Et puis, bien prévenir le client et le chargé d'affaires que du coup, la prime C2E, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Ça roule pour tout le monde. Parfait. Ensuite, la partie électricité. Alors, ce point-là, la partie électricité, on a fait également un webinaire il y a quelques semaines, mois sur le sujet. Gros point d'attention, encore une fois, chez nous. L'objectif principal, en fait, c'est de sécuriser nos installations. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas le réseau électrique le réseau électrique et la vétusté du tableau électrique du client. Notre objectif, donc en lien aussi avec les équipes d'IRVE à Paris, des bandes de recharge, voilà, c'était de pouvoir sécuriser nos installations. On sait qu'une pompe à chaleur ou une burn, ça peut être tout de suite, comme on est en rénovation, entre 5 et 7 kg facilement de puissance absorbée. Donc voilà, l'objectif, c'est comment sécuriser notre installation. Après maintenant un an et demi, pardon, de travail en partenariat avec Califelec, avec le Consuel, etc., on est arrivé à ce schéma type où en fait on pose un tableau de répartition entre le disjoncteur abonné et le TGVT du client. Dans ce tableau de répartition, on installe deux sectionneurs de 63 ampères et ensuite on vient alimenter le TGBT et le tableau divisionnaire avec du câble 16 carré. Un point là-dessus, un point d'attention, vraiment, c'est le 16 carré. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est contraignant pour vous à poser. Maintenant, voilà, on est contraint d'aller dans cette direction, voilà, encore une fois, pour sécuriser nos installations. À savoir que on est en plein, comment dire, finalisation d'appel d'offres avec les plus grands fabricants d'accessoires électriques, de manière à ce qu'on puisse vous fournir. Donc, le plus tôt possible, on était parti sur le 1er février. Honnêtement, ça a un peu décalé, on risque d'être sur le 1er mars, mais qu'on puisse vous fournir le tableau de répartition et le tableau divisionnaire pré-câblé, pré-monté. D'accord? De cette manière, vous allez recevoir avec la palette, la pompe à chaleur, unité intérieure, unité extérieure, l'ensemble des accessoires hydrauliques comme vous avez l'habitude. Et en plus de ça, vous aurez les deux tableaux qui sont prémontés, pré-câblés. Vous aurez à les poser et bien évidemment faire le plus dur, hein, on est bien d'accord avec ça, passer le 16 mm². Donc, en attendant, vous avez reçu aussi un complément sur votre grille tarifaire voilà, de 150 euros en attendant le mois de mars pour pouvoir poser et fournir le tableau de répartition. La configuration, donc c'est celle-ci. Le point de contrôle, c'est simple.
si le TGBT, il a au moins un interrupteur différentiel, on pose le tableau teint. Dans le cas contraire, on met en avant notre devoir de conseil et on propose au client de remplacer son tableau électrique. C'est hyper important. Aujourd'hui, on a plus de, notre marché, c'est de plus de 85%. Ce sont des maisons avant 2011 qui correspondent à la fin, par exemple, du nôtre commun. Et pour le coup, voilà, ça correspond à plus de 85% de nos leads. Et donc, il est absolument essentiel aujourd'hui de pouvoir sécuriser nos installations pour vous et pour nous. Donc, je répète, le point de contrôle, est-ce qu'il y a un interrupteur différentiel? Dans ce cas-là, on pose le tableau de répartition. Dans le cas contraire, on propose le remplacement au client. Attention, j'insiste sur un point, pas de pose de pompe à chaleur tant que le client n'a pas remplacé son TGVT. C'est contraignant, j'en suis conscient, mais c'est très important. Donc, le schéma électrique. Ensuite, un point également sur la liaison équipotentielle. J'ai vu pas mal d'autocontrôle où, par exemple, la bouteille de découplage n'est pas raccordée à la terre. Donc, voilà, un petit point d'attention sur le sujet, c'est important. Ensuite, vous pouvez trouver un petit carnet de câbles où on indique voilà, le tenant, l'aboutissant, le nombre de conducteurs et la section à mettre en face. Également, un point d'attention au moment de la visite technique, mesure entre la terre et neutre inférieure à 3 volts et une terre inférieure à 100 ohms. Encore une fois, par rapport au devoir de conseil, par rapport au disjoncteur abonné et à l'abonnement, essayez au maximum, voilà, si le disjoncteur abonné il vous semble vieux, si le disjoncteur abonné est en dehors de la plage des 90 cm et 1,80 m, voilà, on a un devoir de conseil par rapport au client d'appeler Enedis et de procéder à son remplacement ou à sa modification. Une petite passe sur les borniers également. On sait qu'aujourd'hui, la principale cause de départ de feu chez un client, c'est le serrage des borniers. Donc voilà, si on peut, hop, on essaie de passer un petit coup de tournevis sur les borniers. Le disjoncteur abonné, on en a parlé tout à l'heure. Attention à la hauteur d'installation, c'est super important. Le tableau électrique aussi qu'on viendra installer doit être étiqueté. Et enfin, sur la partie cheminement intérieur et cheminement extérieur, dans la NFC 1500, voilà, on ne peut pas se raccorder, on va dire, se fixer par rapport aux liaisons hydrauliques ou au cuivre, etc. Il faut vraiment que ce soit bien séparé. Donc, on sépare toute la partie hydraulique du courant fort, du courant faible. J'appelle le courant faible, par exemple, l'intercommunication entre unité intérieure et unité extérieure. Il faut bien que ce soit séparé. Ça fait beaucoup. Alors, effectivement, Pierre, ça fait beaucoup, comme tu l'as dit. Alors, si c'était des points à retenir, des points essentiels à retenir de cette partie du cahier des charges EasyBuy EDF. Alors, ce qu'il faut retenir, l'installation du tableau de répartition. Si le TGBT a au moins un seul interrupteur différentiel, je ne demande pas s'il y en ait deux, trois sur chaque rangée, etc. S'il y en a un, pour nous, c'est bon. Sinon, on préconise le remplacement du TGBT. On généralise le 16 mm² entre le disjoncteur abonné, le tableau de répartition, le TGBT et le TD de la PAC. On réalise bien la liaison équipotentielle. On chemine sous tubiro, on n'attache pas à l'hydraulique. Et enfin, on sépare bien les courants forts, courants faibles et le CVC. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, alors j'ai la première question, j'ai une question de Julien Long qui est si on peut avoir tout ça par mail par la suite. Bien sûr, sans problème. Super. Et j'ai une autre question de A2 Solutions qui demande qui est-ce qui finance tout ça. Alors, la partie tableau de répartition, donc ce qu'on disait, jusqu'au 1er mars, on vous donne une plus-value de 150 € pour cet achat. Globalement, deux sectionneurs et un tableau, voilà, ça n'a pas pour plus que ce montant-là. Après, effectivement, je suis encore une fois conscient que ça représente un investissement de votre part. Maintenant, je vous demande juste voilà, d'attendre un petit peu jusqu'au mois de mars, de manière à ce qu'on puisse vous fournir le tableau, enfin les deux tableaux, qui peut représenter pour certains une plus-value non négligeable. Voilà, je sais que après avoir consulté quand même pas mal de distributeurs, voilà,
nos partenaires n'ont pas forcément des conditions d'électricien identifiées. Donc forcément, les achats sont parfois un peu compliqués sur les lecs. Donc voilà, nous, on vous propose de vous fournir les deux tableaux et sans contrepartie voilà, financière, il n'y aura pas de baisse de la tarification pour autant, quoi. Et également, on est en train de voir et de négocier avec les fabricants. Aujourd'hui, on n'a pas encore contractualisé ni avec Legrand, ni avec ABB, Schneider ou Hager. On est vraiment en pleine concertation. Mais voilà, on travaille aussi à ce que vous puissiez bénéficier de nos conditions d'achat auprès des distributeurs de matériel électrique. Pour l'instant, c'est l'objectif. Je ne sais pas vous dire à l'instant T s'il faudra passer par Excel, par un autre distributeur. Honnêtement, j'en sais rien. Mais bon, voilà, on est en train de travailler sur tout ça et voilà, ça va arriver, ça va arriver. Je ne peux pas dire mieux. Merci. Est-ce qu'il y a autre Alors, chose? j'ai une autre question. Bien sûr. La question est comment faire s'il y a plusieurs départs sous la GCP? Alors ça, plusieurs raccordements sous le disjoncteur abonné, c'est strictement interdit. Aujourd'hui, la NFC 1500 demande à ce qu'il y ait un seul câble par bornier. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi pour cette raison que on doit avoir, enfin, l'installation du tableau de répartition était une vraie plus-value parce qu'en fait, il existe des petits borniers, enfin des modules de répartition qui s'installent sur les borniers. Et donc dans ce cas-là, vous avez juste à faire la liaison entre la GCP, le tableau de répartition. Vous mettez un petit répartiteur en plus si vous souhaitez après basculer autre chose ou proposer autre chose au client, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Mais nous, en fait, dans le tableau de répartition, il y aura déjà des borniers. Donc, vous avez juste à vous raccorder dessus et ce sera facile. Super. Et dans la continuité, si la GCP se trouve dans la loge hors du domicile? Eh bien là, tarification spéciale. Si la GCP n'est pas à côté du TGBT ni du tableau de répartition, à ce moment-là, c'est au moment de la VT. Bah, voilà, vous stipulez au chargé d'affaires de dire bah, attention, le disjoncteur abonné, il n'est pas à côté. J'ai le 16 carré à passer. Voilà, et, ça représente une plus-value de temps. Et après, c'est à voir avec le chargé d'affaires avec le client. Il n'y a aucun souci là-dessus. On n'est pas fermé. Attention, encore une fois, enfin, je sais que c'est contraignant, mais on n'est pas là à dire, enfin, on n'est pas des donneurs d'ordre. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. J'insiste là-dessus, mais c'est très important pour moi. Donc, voilà, si au moment de la VT, il y a un cas spécifique, il y a quelque chose, n'hésitez pas à en parler au chargé d'affaires ou n'hésitez pas à m'appeler moi, il n'y a pas de souci. Hein, vous aurez mon numéro, il n'y a aucun problème, je suis disponible. Donc voilà, mais voilà, 6 cas particuliers, tarification particulière. J'ai une autre question, Pierre, sur la responsabilité du tableau existant. Qui prend la responsabilité en fait du tableau existant vu que l'on recrée l'alimentation du tableau en cas de souci, Oui. incendie sur une prise? Alors, de toute façon, il faut savoir que même en suivant, alors, peu importe votre méthodologie actuelle, mais à partir du moment où de toute façon vous installez la PAC et vous faites un raccordement électrique, quelque part, peu importe, de toute façon, vous êtes responsable du TGBT. Quand bien même vous faites le minimum, enfin le tout petit truc quelque part sur l'installation électrique, de toute façon, vous êtes tenu responsable. C'était aussi pour ça que voilà, ça a pris pas mal de temps parce on a interrogé nos services juridiques, on a interrogé, bon, encore une fois, le consul, le qualifié, etc., pour bien comprendre que voilà, les responsabilités de chacun. Et en fait, il faut savoir que l'installation du tableautin permet de réduire ce risque. C'est que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous serez responsable parce que vous êtes les derniers à y avoir touché. Maintenant, notre objectif, ça a été de dire bah, même si on est responsable, comment on minimise au maximum notre impact. C'est pour ça qu'on ne vous demande pas d'ouvrir le TGBT et de rajouter un bornier et puis de devoir rajouter les interdits et les disjoncteurs à côté. Non, c'est pour ça qu'on fait tout à côté. Ça va pas pour minimiser notre impact et pour, on ne va pas se mentir, éviter de s'acheter des problèmes. Ça roule. On continue donc sur le montage hydraulique. Le montage hydraulique, quelques petits points quand même d'attention. J'ai vu encore quelques chantiers qui sont réalisés en PER. Ça, non.
pas de PER, on n'admet pas ni l'acier noir. Attention, lors de la traversée des murs, il faut absolument que toute la partie hydraulique soit bien protégée avec des fourreaux. Euh, Vous avez, je ne sais pas si, enfin, vous devez tous avoir accès à ce document. J'aimerais bien vous le présenter. Ah, voilà, tac. Vous devez avoir tous accès à ce document. Tac. Tac. Alors, sur ce fichier, c'est super important. Surtout, il ne faut pas hésiter à rapprocher de votre partenaire en fait, pour pouvoir avoir accès à ce document si vous ne l'avez pas. Mais en gros, c'est un document Excel sur lequel on récapitule toute la partie liaison frigorifique, les diamètres dont vous avez besoin, aussi les raccords cuivre, enfin les raccords cuivre, les diamètres de cuivre à raccorder, mais aussi toute la partie électrique jusqu'au mois de mars. Et donc, voilà, soyez vigilants à bien suivre ce document. Ce document, ne l'imprimez pas, enfin, autant que faire se peut, évitez de l'imprimer parce qu'il est remis à jour régulièrement en tenant compte des mises à jour matérielles. Je sais que là, on a pas mal de travail à faire sur, sur la partie Mitsubishi, parce qu'il y a eu des grosses modifications, des nouvelles gammes qui sont arrivées. Donc voilà, le document évolue tous les mois. Vous aurez des communications quand ce sera le cas. Mais voilà, évitez de l'imprimer pour éviter que ça soit source d'erreur. Euh, Surtout, donc là-dedans aussi, attention au débit. En fait, le plus important dans une pompe à chaleur, c'est pas à vous, je vais la prendre, mais ouais, c'est le débit qu'on va apporter au niveau du condenseur. On est très, très, très pointilleux sur le sujet. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vous demande, sur le réseau primaire, de passer en minimum en diamètre 28 en cuivre et en diamètre 40 en multicouche. Les multicouches, on sait que c'est très bien. Vous êtes beaucoup à favoriser ce type de matériau. Néanmoins, attention au diamètre intérieur. On perd facilement 6-8 mm avec le diamètre extérieur. Donc, soyez vigilants. Donc, en cuivre, diamètre 28, en multicouche, diamètre 40. Euh, enfin, sur la partie quel montage pour quel modèle, c'est très important également. Aujourd'hui, les fabricants nous imposent de respecter aussi leur schéma de montage. Par exemple, Atlantique, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui posent aussi les packs Atlantique avec un découplage hydraulique. Euh, Attention, les packs Atlantique, la carte électronique n'intègre pas d'alimentation de deuxième circulateur. Donc, autant que possible, on respecte le fait que les packs Atlantique, on les installe avec un volume tampon et les autres, la plupart des autres, en découplage hydraulique. Des kins, pareil, hein, avec un volume tampon. Surtout pas des kins avec un découplage hydraulique. On a eu pas mal de SAV avec ça. Donc, un gros point de vigilance. Et ensuite, on rappelle les schémas hydrauliques, que ce soit en découplage hydraulique ou un peu plus loin en volume tampon, avec la position des différents accessoires. Euh, la vanne d'équilibrage, on la met volontairement sur le réseau secondaire parce que sur le réseau primaire, on va utiliser le débitmètre de la pompe à chaleur. Donc la vanne d'équilibrage, on la met bien sur le réseau secondaire et pas sur le primaire. Idem, le pot à bout, le filtre à tamis, on va privilégier toujours de protéger la pompe à chaleur. Donc pas de pack, enfin, pas de pot à bout ni de filtre à tamis sur le secondaire. On a une première filtration naturelle avec la bouteille de découplage et ensuite une deuxième avec le pot à bout, une filtration magnétique, et le troisième plus fine avec le filtre à tamis. On essaie autant que possible, encore une fois, de respecter l'ordre de manière à éviter de venir encrasser le condenseur. On a fait un petit rappel sur le réglage de la vanne d'équilibrage. Si vous pouviez avoir un petit point de vigilance aussi là-dessus par rapport aux fiches d'autocontrôle, comment on va dire, l'indicateur rouge là, parfois je vois sur la fiche d'autocontrôle, il est soit tout en haut, soit tout en bas. Ouais, je sais pertinemment derrière, il n'y a pas forcément eu de réglage. Donc essayez autant que possible de prendre un peu de temps pour la régler et de bien laisser l'indicateur visuel au bon endroit, de manière à ce qu'on puisse contrôler aussi plus facilement au moment d'autocontrôle que le débit primaire est bien supérieur au débit secondaire. Un deuxième point de vigilance sur la vanne d'équilibrage, de bien respecter la règle des 5D et des 10D après un séculateur, après un coude. Ça peut fausser
la lecture de la mesure de la vanne d'équilibrage et du coup aussi fausser le résultat final. On va prendre un petit rappel sur la bouteille de découplage. Attention, pas quatre piquages du même côté. Je sais que je vois encore ce genre de petits points. Ça marche beaucoup moins bien. On n'a pas de stratification, etc. Donc, les quatre piquages, voilà, deux piquages de chaque côté. C'est assez important. Euh, Ensuite, un petit rappel sur la soupape enfin, sur l'installation au volume tampon. Donc là, c'est plus une installation type Atlantique ou Daikin avec la soupape de pression différentielle. Un petit rappel sur le réglage de la soupape. Un petit point de vigilance aussi à bien prendre le temps de la régler. Je sais que c'est fastidieux, mais il faut le faire. Et enfin, sur la partie volume total de l'installation. Atlantique communique énormément sur son échangeur coaxial et sur le fait qu'avec l'échangeur coaxial, on n'ait pas la nécessité d'installer un volume tampon. Mais en fait, malgré tout, quand on fouille un petit peu, on se rend compte que pour le modèle 16 hein, d'une HP AI, qui est aujourd'hui le cœur de nos ventes, il faut quand même 100 litres dans le réseau hydraulique. Donc voilà, soyez vigilants aussi à acheter un petit coup d'œil de temps en temps sur les notices, essayer de voir si le volume de l'installation correspond bien au volume à apporter au condenseur pour qu'il soit bien, pour qu'il puisse bien évacuer sa chaleur. Un- Une synthèse peut-être, Pierre? Une synthèse, c'est énorme. Hop. Alors, ça arrive, ça arrive. Ce qu'il faut retenir, pas de PER, très important. On sépare bien, une nouvelle fois, hein, traverser des murs, on sépare bien CVC, courant fort, courant faible. Pour le cuivre et multicouche, diamètre 28, diamètre 40 sur le primaire, on respecte autant que possible le schéma hydraulique préconisé par le fabricant. N'hésitez pas, encore une fois, au moment de la VT, à dire, bah voilà, écoute, tu as préconisé une PAC atlantique. Compte tenu du réseau hydraulique, je te conseille plutôt de faire un découplage hydraulique. Et voilà, et essayer d'échanger avec le chargé d'affaires sur c'est quoi la meilleure méthode, c'est est-ce qu'on part quand même sur une PAC atlantique, malgré le fait que ça ne réponde pas aux préconisations, et comment vous allez, vous, gérer le circulateur secondaire. Et à côté de ça, voilà, est-ce qu'on n'est pas mieux aussi à partir sur une autre modèle de PAC voilà, vous êtes nos yeux sur le chantier et nos mains, bien évidemment. Donc voilà, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à faire votre retour et un gros point de vigilance à l'équilibrage du réseau. Voilà. Merci, Merci Pierre. Mathieu. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, je vais avoir une première question de SARL ABCP 86 qui demande comment il peut avoir le document à jour à chaque fois, enfin, comment il peut le récupérer. En fait, vous avez un lien. Donc le document, je suppose que c'est celui-ci, c'est le pack données frigo. Mais en fait, le lien, il est tout là à l'instant, quand enfin, vous redemanderez à votre animateur de vous le partager s'il y a besoin. Mais en fait, c'est que quand vous cliquez dessus, il ira directement sur la version la plus à jour. Et quand il y aura une mise à jour, de toute façon, encore une fois, votre animateur vous tiendra au courant en disant bah, attention, le fichier il a évolué, ne plus tenir compte de la version précédente. Bien évidemment, on conserve quand même les anciennes versions pour avoir un suivi et que si à un moment donné, il y a un truc qui n'est pas cohérent et voilà, qu'on puisse retrouver nos petits. Mais globalement, si vous avez le lien, vous tomberez toujours sur la dernière version. Merci beaucoup. Et deuxième question, suite à un contrôle Cali-UNR, la vanne d'équilibrage n'est pas obligatoire, mais les tests de réglage sur les radiateurs, oui, confirmez-vous. Et si absent, est-ce qu'on rajoute? Alors, je n'ai pas l'information comme quoi c'est pas un point obligatoire chez Qualité ENR. Si vous avez, par contre, ça m'intéresse d'avoir l'écrit si vous l'avez, parce que du coup, moi, ça me permet aussi de faire évoluer le process s'il y a besoin. Nous, on a privilégié la pose systématique des accessoires tels que la vanne d'équilibrage pour les primes, parce que je sais que c'est des points de contrôle aussi par les organismes de contrôle, que ce soit Calipac ou organisme de contrôle C2E. On les pose autant que possible, on les pose systématiquement, mais par rapport à Qualitionnaire, je n'ai pas l'information. Par contre, si vous l'avez, moi, ça m'intéresse de l'avoir. Encore une fois, hein, c'est vraiment une relation de partenaire.
Il y a des choses que vous savez que je ne sais pas. Donc, si vous avez des petits trucs comme ça, je suis preneur, bien évidemment. Oui, et envoyez-nous les mails et comme ça, on vous répond la semaine prochaine sur les différents points. Accrochez-vous, c'est bientôt fini. Sécurité hydraulique. Par rapport à la sécurité hydraulique. J'ai vu sur un certain nombre d'autocontrôles le fait que, par exemple, sur une PAC Panasonic, il y a déjà un filtre à tamis ou sur une PAC Daikin, il y a déjà un pot à bout. Donc, pour éviter les pertes de charge, on évite. Enfin, j'ai comme information vous les installez pas malgré tout sur le réseau hydraulique. S'il vous plaît, si on vous fournit du matériel, s'il vous plaît, posez-le. Pourquoi? Parce qu'en fait, les organismes de contrôle, quand ils viennent, ils ne sont pas censés être au courant que dans la PAC, il y a un filtre à tamis ou il y a un pot à bout. Pour eux, sur des points de contrôle avec un impact direct, et en fait, ils ne cherchent pas à savoir si il y en a un dans la PAC, vous ne l'avez pas posé à l'extérieur, mais qu'au final, l'organisme de contrôle vient et cherche cet accessoire et il ne le voit pas, bah, nous, il va falloir justifier derrière que dans la PAC, c'est bien compris dedans, etc. Enfin bref, c'est un bazar pas possible. Donc, c'est aussi pour ça qu'on demande aussi un diamètre de cuivre sur le primaire assez important. C'est que malgré qu'on installe le filtre à tamis et le pot à bout, on n'ait pas de perte de charge, enfin tout du moins on en ait moins et qu'on puisse toujours avoir le bon débit au niveau du condenseur. Donc voilà, si on vous fournit un accessoire, posez-le, même si c'est déjà inclus dans la PAC. En plus de ça, pensez, si vous ne faites pas la maintenance, pensez aussi à vos confrères qui font la maintenance, que ça évite aussi bah, d'ouvrir la machine. Au moins, tout est à l'extérieur, c'est plus facilement accessible. Donc, les accessoires. Ensuite, on a fait un petit rappel sur les petites choses qu'on voit. C'est pas grand-chose, mais bon, voilà, c'est aussi une qualité de finition à mon sens. Sur le circulateur, il y a un presse-étoupe. Je vois pas mal d'installations, le presse-étoupe, il est vers le haut. Donc voilà, sur la notice, c'est bien, on a le presse-étoupe sur la gauche, sur la droite ou vers le bas, jamais vers le haut. Bah, bien évidemment, pour les infiltrations d'eau. La vanne d'équilibrage, on en a parlé un peu tout à l'heure sur le secondaire, pas sur le primaire. Le filtre à tamis, bah, le filtre à tamis, il a une petite. Je sais que parfois, dans le rush, on installe, etc. On ne fait pas forcément gaffe. Il y a un détrompeur dessus, il y a une flèche pour le sens de l'eau. Et en plus de ça, la tétine toujours vers le bas. Également, on le pose toujours à l'horizontale. On ne va pas poser un filtre à tamis à la verticale. On comprend bien que pour faire pour faire, enfin, la boue redescend en permanence, sinon, donc toujours à l'horizontale. Attention au raccordement du mixeur thermostatique. Je sais que voilà, j'ai vu ce cas-là qui m'a fait un peu peur, voilà, je vous laisserai regarder en détail la photo. Idem pour le groupe de sécurité et le vase d'expansion. Je sais qu'il existe des vases d'expansion qui sont, enfin, qui sont posables, installables à l'horizontale. Je n'ai pas trouvé dans ceux qu'on fournit le fait qu'on puisse bien les poser à la verticale. Encore une fois, si vous avez l'info du pourquoi, du comment, je suis preneur. Mais après avoir passé plusieurs temps, je n'ai pas trouvé la raison derrière. Je vous ai remis un petit peu le schéma pour le raccordement du mitigeur du groupe de sécurité. Un point hyper important, s'il vous plaît, c'est dans le DTU et je sais qu'il y a parfois un petit couac là-dessus. Pas de piquage entre le groupe de sécurité et le générateur. On est en direct, sauf le vase d'expansion qui peut être raccordé. On ne fait pas le piquage du mixeur thermostatique après le groupe de sécurité. Je suis en échange avec un de vous sur le sujet justement où le mixeur thermostatique, chez un fabricant, il est considéré comme faisant partie à part entière du ballon d'eau chaude. Mais voilà, je suis en train d'échanger là-dessus. Je n'ai pas pour l'instant la finalité. Donc pour l'instant, si ça ne vous dérange pas, on fait pas de piquage entre le groupe de sécurité et le ballon. Et enfin, là, c'était, bon, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Visiblement, pour ce jour-là, c'était un jour sans. C'est un peu, bon, tout ce qu'il faut pas faire. Le PE vers le haut, la tétine du filtre à tamis vers le haut. Et autant que possible, encore, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, de mettre le filtre à tamis et le pot à bout sur le retour là pour protéger le condenseur. La vanne d'équilibrage sur le primaire, alors qu'il y en a bien dans la PAC. Bon, voilà, il y a des jours, encore une fois, il y a des jours avec et des jours sans. On est des humains, donc ça peut arriver.
pour synthétiser cette partie-là, hop, ce qu'il faut retenir sur la partie sécurité hydraulique, alors on pose des accessoires qui sont fournis. Euh, pour nous, voilà, il faut que ce soit, voilà, on vous fournit du matériel, on le pose. On respecte les règles de pose, le tamis vers le bas, le pressé-tout du circulateur, un petit point de vigilance par rapport à ça. Et on respecte aussi l'emplacement préconisé sur le schéma hydraulique. Euh, Ils ont été, voilà, on les a validés, bien évidemment, vous pensez bien par les différents fabricants, les différents certains partenaires ont participé avec moi à la construction de ces schémas. Si vous avez des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ou des points d'optimisation, une nouvelle fois, je ne suis pas fermé. N'hésitez pas à revenir vers moi, ce sera avec grand plaisir. Alors, Je suis tout oui. nous avons une question, mais en fait, on a sélectionné quelques questions. On y reviendra à la fin de la D'accord, présentation. d'accord. Donc, on peut Ok, passer directement on à la passe? suite. Ok. Euh, les 3 prochains chapitres, on va les faire d'un coup parce que c'est des petits chapitres, c'est juste des petits points de vigilance. Donc, l'installation du module hydraulique. Euh, attention, attention. Il existe, en fonction des cas, vous le savez, vous avez ouvert les notices comme moi. Et donc, en fonction des unités extérieures, en fonction de la hauteur, en fonction de ce qu'il y a devant, derrière, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de règles pas possibles. Le seul truc qu'on vous demande de respecter, c'est de minimum avoir 30 centimètres côté aspiration de l'air, donc entre le mur du logement et l'unité extérieure. On respecte 30 centimètres pour que ce soit plus facile pour tout le monde et aussi à analyser, parce que parfois c'est 20, parfois c'est 25, etc. Voilà, généralisons, on se prend pas la tête, on met 30 centimètres côté aspiration, autant que possible on pose des unités extérieures au sol sur une dalle, désolidarisée du mur de la maison pour éviter la transmission de vibrations. Si vous avez un doute sur la largeur de la dalle, etc., évidemment, il y a la notice. S'il y a besoin, on est là en support. Voilà. Bien évidemment, après, ce sont les schémas du DTU, donc on ne met pas face aux voisins. Enfin bref, voilà. Ça vaut le coup parfois de se poser par habitude ou alors parce que le client la veut absolument là. On se dit, bon, il va pas me prendre la tête, on le met là, il va être content. Bah non, voilà, et encore une fois, on a un devoir de conseil par rapport à ça. Si vraiment il y a une pause problématique, on est obligé de le mettre de l'autre côté de la maison, ça vous fait rajouter une liaison frigorifique importante, rajouter du fluide. Voilà, on vous échangez avec le chargé d'affaires au moment de la visite technique. Il faut absolument qu'on le sache avant, bien évidemment, que bah, une fois que vous arrivez sur place. C'est parfois la communication dans les équipes en interne, c'est pas facile. Voilà, essayez d'avoir un maximum de communication avec le chargé d'affaires. La régulation, un petit point par rapport au paramétrage. Aujourd'hui, je sais que ça représente une complexité pour vous, voilà, le réglage de la régulation en fonction du modèle de la pompe à chaleur, etc. N'hésitez pas à nous demander. Je sais qu'il existe pas mal de tutos vidéo qui sont faits par les fabricants sur le paramétrage de la régule chez Saunier Duval ou chez les uns ou chez les autres. Je sais que l'autre jour, j'ai fait 7 heures de route juste pour refaire un paramétrage de régulation parce que bah, il y avait eu encore une fois un petit loupé. Je suis là pour ça, mais voilà, prenez du temps, s'il vous plaît, pour la régulation. Euh, on essaie de paramétrer au maximum en loi d'eau. Et surtout, quand on est chez Mitsubishi, on ne se pose pas de questions. Chez Mitsu, il y a un gros point, on va dire, c'est le fer de lance de Mitsu sur la régule, c'est la régulation auto-adaptative. Il y a un petit tuto là qui est facile pour vous aider, pour vous accompagner à le paramétrer. C'est vraiment un super point. C'est vraiment, voilà, ça permet de faire beaucoup d'économies. En termes de réglage de loi d'eau, c'est hyper facile. C'est que vous avez quasiment rien à faire. C'est qu'en fait, la PAC va s'auto-paramétrer, va faire sa propre loi d'eau. Et voilà, pour éviter aussi aux clients de surconsommer. Et aussi à vous d'éviter de vous prendre la tête et à revenir chez client un mois plus tard pour affiner les réglages de la loi d'eau, etc. Donc, chez Mitsu, on ne se pose pas de questions, on fait la régulation auto-adaptative. Et enfin, l'affichage obligatoire. Encore une fois, sur les autocontrôles, je vois très rarement les 2 petites étiquettes là qui sont posées sur l'unité extérieure. C'est une obligation en tant que manip de fluide d'apposer ces 2 étiquettes. Donc voilà, s'il vous plaît,
et c'est disponible chez tous vos vendeurs de fluides. Donc, achetez les étiquettes et s'il vous plaît, posez-les. Pour l'instant, ce n'est pas un point de contrôle de notre part. Maintenant, on y viendra forcément. Plus ça va aller et plus on va essayer d'être qualitatif. Là, on est dans la bonne direction. On fait pas mal d'efforts. Donc, voilà. Essayons d'avancer dans la bonne direction. Super. Et voilà pour moi. Merci Pierre. Des questions? Ouais, excusez-moi. Ouais, j'ai fait Pardon. Peut-être la petite synthèse. C'est ça, merci Patrick. Donc la petite synthèse sur la régulation, ce qu'il faut retenir, installation, régulation, affichage. Donc l'unité extérieure, minimum 30 cm derrière, bien de niveau. Encore une fois, bien de niveau, c'est super important. Sinon, l'huile dans le compresseur circule mal, donc bien de niveau dans tous les sens. La pente de la dalle, bien côté jardin et non pas côté maison. Je sais qu'on a aussi un petit litige en cours là-dessus, donc la pente de la dalle dans le bon sens. Une grosse méfiance à la gestion des condensats. Euh, il existe, en fait, les unités externes sont fournies telles quelles. Chez certains fabricants, on fournit les bouchons pour faire une évacuation propre et n'avoir qu'un seul trou dans l'unité extérieure. D'autres, non. Et c'est bien gérer les condensats. Je sais que là, on est en plein litige sur un passage extérieur, donc qui avait verglacé, donc déjà qui pouvait causer enfin, un problème pour les clients, mais en plus de ça, ça a fait sauter tous les joints du carrelage. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire un minimum attention à cette partie-là. Encore une fois, je sais que c'est pas facile, je sais que tout le monde court, mais bon, voilà. Les condensats, il faut essayer d'y jeter un petit coup d'œil et puis, voilà, essayer que ce soit cohérent. On privilégie la régulation auto-adaptative chez Mitsu et enfin, les étiquettes de marquage obligatoires. Top. Super. C'est good Merci pour moi. Pierre. Des questions peut-être, Mylène, pour Pierre? Oui, tout à fait. Du coup, dans la continuité de ce qui vient de se dire, j'ai une question sur la vanne d'équilibrage Alors, ça comprend plusieurs questions, principalement de AirTech, ensuite de SARL ABCP et ensuite de SMP Confort. D'accord. Donc, première question, la vanne d'équilibrage ne devrait pas être plutôt installée avant la bouteille de découplage, cela pour brider les retours et optimiser le delta T de l'installation chauffage. Avant la bouteille de découplage, ça veut dire sur le réseau primaire? Parce qu'en fait, voilà, on l'a privilégié. Ah oui, non, c'est sur le retour. Je sais pas, c'est avant la bouteille, c'est sur le retour. Alors, c'était un choix de dire où est-ce qu'on met la vanne d'équilibrage. Quand on a commencé à imposer enfin, quand on a vu que c'était obligatoire, j'avais privilégié le fait de la mettre derrière le circulateur. Pourquoi? En fait, c'est pour éviter de tenir compte du réseau de chauffage. Pourquoi? Parce que, en fait, comment dire, euh, on s'installe sur un réseau qui est existant. Pour moi, l'installer sur le retour, ça voulait dire aussi tenir compte des pertes de charge et d'un réseau qu'on ne maîtrise pas, où c'est peut-être le tonton qui sait tout faire, qui a fait des piquages à gauche, à droite, etc. Et en fait, on pourrait s'auto-créer des problèmes parce qu'on pourrait tenir compte de toutes ces pertes de charge ou d'un réseau qui serait un peu nébuleux, alors qu'en fait, nous, on s'installe avant le réseau. Et donc, en fait, nous, on fait une PAC, on fait un réseau, un débit primaire pour que la PAC fonctionne correctement. On installe la bouteille de découplage, encore une fois, pour que la PAC, ce soit un cas idéal pour elle. Et ensuite, derrière, bah, on a la vanne d'équilibrage pour maîtriser ce qu'on envoie. Et après, ce qu'on récupère, bon, voilà, j'étais parti de ce principe-là de dire je ne veux pas tenir compte du réseau d'émetteurs. Maintenant, encore une fois, si selon vous, c'est une bêtise et qu'il faut plus la mettre sur le retour, je suis tout oui. Hein. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Tout le monde a un petit peu sa manière de raisonner. Je suis prêt à prendre toutes les remarques, ce sera avec grand plaisir. Super, mais du coup, je pense que tu as répondu aux questions qui découlaient. Donc, top. Alors, la seconde question va porter sur le calorifugage. Alors, c'est une question qui a été posée au début. Donc, c'est SARL ABCP qui nous dit qu'il voit 19 mm sur de l'existant. Comment faire dans certains cas? Euh,
Ça va être fait au mieux. Fait au mieux. J'ai pas. Enfin, c'est un gros sujet. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Pierre, pour ce cas de réfugiage, la VT, la visite technique, a toute son importance là pour le coup. Vous êtes nos yeux et nos oreilles, comme l'a dit Pierre. Le chargé d'affaires, quand il découvre le projet du client, il va aller poser le maximum de questions, mais c'est toujours un peu compliqué d'aller effectivement identifier ces points de détail. Vous avez raison. Il y a des fois où le 12, le 19 ne passe pas. Ça, ce 19, c'est la réglementation. Mais n'hésitez pas vraiment au moment de la VT d'aller aussi inspecter cela et de remonter l'information via la visite technique au chargé d'affaires, de manière à ce qu'il puisse peser le risque qu'on encourt sur la prime C2E vis de cette installation-là, pour pouvoir mettre toutes les informations à disposition du client et pouvoir démarrer un chantier en toute sérénité. Top. Super. Et du coup, j'avais une question aussi par rapport à Praxedo. A2 Solutions nous demande quand est-ce que les problèmes seront réglés, euh, notamment par rapport au VT ou pause validée, alors qu'il est demandé une double validation une fois au bureau et par l'ordinateur. Oui, alors cette double validation, effectivement, on a travaillé dessus parce on a analysé un petit peu tous ces sujets-là. C'est une option qu'on a mis en place sur Paxedo à la demande de certains d'entre vous, surtout quand il y a une nouvelle équipe de pause qui arrive. Et il y a cette possibilité, avant d'envoyer l'ensemble des documents vers Easy by EDF, il y a certains de vos confrères, ou certains d'entre vous, pardon, qui nous avaient sollicité pour avoir cette option-là, pour pouvoir valider ce qui aura été renseigné par les techniciens de pause. C'est pas une obligation, c'est pas une option obligatoire. Donc, si de votre côté, la structure vous paraît suffisamment robuste pour pouvoir émettre les documents depuis le chantier par vos équipes de pause, ben, n'hésitez pas à solliciter l'équipe d'animateurs chauffage pour qu'ils retirent cette option sur votre identifiant pour accéder. Pour les questions, Je... pour les questions, on a terminé. Je vois que dans le fil de discussion, il y a beaucoup de remarques ou de suggestions ou de choses comme ça. N'hésitez pas à envoyer toutes ces remarques sur l'adresse mail qui est communiquée dans l'invitation, contact-réseau, pour qu'on puisse retransmettre après soit à Pierre, soit à Patrick et qu'on puisse répondre et puis échanger sur les questions. Impec. Je termine sur un petit point sur la partie autocontrôle. Alors, encore une fois, je vais être embêtant. Je suis. Voilà, c'est comme ça. Essayez au maximum, s'il vous plaît, de faire des photos qui soient exploitables. Encore une fois, je sais que ça arrive en fin de chantier. Tout le monde a une seule envie, c'est de rentrer à la maison. On a eu 2 jours ou 3 jours de galère. Voilà, je sais ce que c'est. Essayez de prendre le maximum des photos qui soient exploitables. Là, je vous montre un petit exemple voilà, d'un autocontrôle que j'ai reçu qui, pour moi, à mon sens, était parfait. Où on a bien, bon, là, on voit bien l'entièreté de l'installation. Cette partie-là, alors, un petit point, là, ça va être peut-être de faire un zoom un peu plus pour voir le numéro de série de la machine. C'est super important d'ailleurs. Numéro de série, unité intérieure, unité extérieure. Patrick vous en reparlé, mais pour la partie PAC 10 ans, mais c'est super important. Là, des photos d'installation voilà, qui sont claires. Nous, avec ça, on ne viendra pas vous embêter derrière. Je sais que parfois, c'est la photo qui n'est pas exploitable. Donc, enfin voilà, j'ai fait des autocontrôles aussi. Je sais que parfois, c'est un peu pénible. On vous dira, bah, la photo n'est pas exploitable. Est-ce que vous avez bien installé ci? Est-ce que vous avez bien installé ça? Prenez 3 minutes de plus pour nous faire des photos qui soient top. Et pour le coup, on arrêtera de vous embêter derrière à perdre du temps pour des questions qui parfois sont un petit peu aussi pénibles pour tout le monde. Euh, voilà, là, c'est super important aussi pour nous de voir le TGBT ouvert, de voir le tableau de répartition ouvert jusqu'au mois de mars et après, vous serez tranquille avec ça. Et là, c'est pareil, avoir une photo un peu plus lisible sur le numéro de série de l'unité extérieure. Et après, pour le reste, pour moi, c'est parfait. Patrick, un petit mot sur les 10 ans. Un petit mot sur les 10 ans, mais une petite conclusion sur les autocontrôles. On avait en 2023 l'objectif d'avoir 75% de nos autocontrôles exploitables dès le premier envoi de votre part. On a réussi à atteindre 50%, donc le chemin est encore long. On a déjà eu des gros efforts, encore une fois. Hein. Mais effectivement, comme l'a dit Pierre, la qualité de ces photos et puis la qualité de la précision des renseignements que vous mettez dans l'autocontrôle
tout le monde y est gagnant si on peut l'analyser du premier coup, puisque ça évite au chargé d'affaires de vous solliciter pour une réintervention, pour parfois prendre une seule photo sur le chantier. Donc vraiment, un gros point d'attention là-dessus. Et ça nous permet aussi, en fonction dès qu'on a l'ensemble de l'administratif de disponible, eh bien de respecter notre engagement vis-à-vis de notre client, d'avoir un client satisfait, mais vis-à-vis de vous également pour vous régler vos factures et puis pouvoir présenter le chantier aux organismes cofraqués avec une sérénité à 100%. PAC 10 ans, effectivement, PAC 10 ans, Pierre a introduit le sujet avec cette étiquette signalétique de la machine. Effectivement, on enregistre le numéro de série. Je ne vais pas vous embêter ce soir avec cette offre-là, cette offre sérénité qui nous permet de proposer à nos clients qui s'engagent là-dedans sur une extension de garantie de 8 ans qui s'ajoute aux 2 ans de la garantie fournisseur. Et sachez qu'on est à l'écoute de vous tous. Si vous souhaitez nous accompagner sur cette offre PAC 10 ans, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe animateur chargé de réseau qui vous expliquera dans le détail le contenu de cette offre. Mais retenez surtout qu'avec cette offre, puisque le client s'engage vis-à-vis de nous et surtout vis-à-vis de sa machine et de la marque qu'il a posée. Donc, on fait cette PAC 10 ans avec 3 grandes marques, Sony Duval, Mitsubishi et Atlantic. Eh bien, il s'engage à réaliser l'entretien pendant les 10 ans qui viennent après l'installation. Et donc, c'est une opportunité également pour vous, si vous avez des équipes de mainteneurs, d'aller faire la maintenance chez les clients pendant ces 10 années à venir. Est-ce qu'on a des photos, Mylène? Des photos. Des questions, pardon, excuse-moi. Alors, j'ai une question, mais j'ai une question qui porte plutôt sur le calorifugage. D'accord. Du coup, c'est une question de Julien Long qui nous demande pourquoi mettre du multicouche en 40 alors que le 32 peut suffire. Bah, en fait, c'est une grande question. Le diamètre 32, on va enlever 8 mm, encore une fois, du diamètre, 6 ou 8 mm, peu importe. Donc sur le diamètre 32, au final, il va nous rester que 24 mm de surface de passage de l'eau, auquel on va ajouter des coudes. Et les coudes sont multicouches. Enfin, je ne sais pas si vous cintrez ou si vous mettez des coudes, mais les coudes vont réduire encore le débit et ainsi de suite. Plus on va rajouter le filtre Tatami, plus on va rajouter le pot à bout. Donc en soi, en fait, le message que je vais vous faire passer, c'est peu importe le diamètre que vous installez, à partir du moment où le débit au condenseur il est correct. Maintenant, si on compare ce qui est comparable, à mon sens, moi, le diamètre 28 en cuivre, c'est le minimum. Donc si on veut un diamètre équivalent, sur du multicouche, il y a le diamètre 40. Après, le juge d'effet sera le débit au condenseur. Si effectivement vous êtes en direct, il n'y a pas de coude, il n'y a rien, bah effectivement, mettez du 32, c'est la question, c'est sur le 32. Mettez du 32, moi ça ne me dérange pas. Mais par contre, je serai intraitable sur le débit qui sera au condenseur. Parce qu'on on le sait tous, hein, aujourd'hui, la PAC a besoin d'évacuer la chaleur qu'elle produit. Donc plus on va lui apporter du débit, plus elle aura le volume nécessaire et plus elle fonctionnera longtemps, elle sera pérenne et on ne sera pas embêté, pour ne pas dire autre chose, en termes de SAV dans les années qui suivent. Mais sinon, en soi, voilà, moi je vous préconise un minimum. Je sais que ça a un coût. Maintenant, voilà, c'est ce qui me semble être le plus judicieux pour tout le monde pour éviter de s'acheter des ennuis. C'est good? On est bon. Il ne nous reste plus qu'à conclure ce webinaire. Encore un grand merci pour votre présence ce soir. C'était le premier webinaire de 2024 qui permet de refixer les bases. Vous l'avez compris, on a tous des enjeux qualité, on a tous des enjeux délai de pause. On a travaillé également ensemble sur ce sujet-là. Encore une fois, un grand merci aussi à vous tous parce qu'on a atteint ces enjeux délai de pause. Délai qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore quelques efforts à faire, mais on est sur la bonne voie. Un grand merci. Comme l'a dit à plusieurs reprises Pierre, vous êtes nos yeux et nos oreilles sur les chantiers. Donc n'hésitez surtout pas à exploiter le retour de visite technique pour que le chargé d'affaires puisse communiquer aux clients de façon très précise sur les points d'attention de son chantier. Et puis, je suis certain qu'on va réussir nos enjeux de 2024. Un grand merci encore à vous tous. Et puis, une nouvelle fois, plein de bonnes choses et de nombreuses réussites pour cette nouvelle année. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.